On continue d'apprendre des détails troublants concernant cet attentat contre la communauté juive sur la plage en Australie. Des gens qui ont tenté d'arrêter les tireurs qui ont péri. Raymond Filion nous en parlait, un couple notamment. On apprend par ailleurs que des drapeaux de l'État islamique ont été retrouvés dans la voiture des assaillants. C'est ce que nous disent les autorités. David Morin est titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il est avec nous. Bonjour, M. Morin. Bonjour, Marianne. Sur quelle base des enquêteurs antiterroristes peuvent considérer que les deux tireurs avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste? Alors, ce n'est pas encore tout à fait clair actuellement avec les éléments dont on dispose parce que les autorités australiennes ont dit qu'ils étaient inspirés par l'idéologie de l'État islamique, ce qui est un peu différent que de dire, par exemple, qu'ils ont officiellement prêté allégeance à l'État islamique, même si on peut penser que le fait d'avoir des drapeaux de l'État islamique, le fait qu'on sache qu'un des deux individus avait été surveillé en 2019 parce qu'il avait des liens avec un groupuscule local de l'État islamique en Australie. Aujourd'hui, les nouveaux éléments d'enquête, c'est le fait que les deux individus seraient allés aux Philippines pour y suivre des entraînements militaires. Donc là, effectivement, vous avez un faisceau d'indices qui fait que le lien entre ces deux individus et l'État islamique, et une des branches armées de l'État islamique aux Philippines, qui sont quand même des groupes résiduels aux Philippines, fait de moins en moins de doutes. Donc c'est un peu sur l'ensemble, si vous voulez, de ces éléments de preuve-là qu'aujourd'hui le lien est établi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis maintenant plusieurs années, l'affaiblissement de l'État islamique en Syrie et en Irak, on a beaucoup d'individus qui adhèrent à l'idéologie sans nécessairement que le chef central de l'État islamique commandite ou planifie des opérations. Et ça a toujours été un peu ça, la marque de fabrique de l'État islamique, c'est d'avoir des individus dans les pays, notamment occidentaux, mais pas seulement, qui soit prêtent allégeance, soit se revendiquent de cette idéologie pour passer à l'acte violent, ici avec évidemment comme cible les Juifs et un caractère fortement antisémite à cette attaque terroriste. Pardon. Vous parliez de ce voyage aux Philippines en novembre, dit-on, de la part du père et du fils avant de lancer leur attaque meurtrière. En quoi les Philippines sont considérées comme un berceau, comme un foyer terroriste? Les Philippines avaient des enjeux de terrorisme. Il y a aussi un conflit entre le gouvernement et une partie de la population depuis un certain temps. Il y avait des accords de paix, mais il reste quelques petits éléments de groupes terroristes qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Alors ils sont moins nombreux par exemple que dans la zone afghano-pakistanaise. On le sait par exemple, l'État islamique au Khorasan, qui est le groupe qui avait commis des attentats en Russie l'année dernière. Et puis pour vos auditeurs et vos auditrices qui ont des enfants plus jeunes, qui étaient ceux qui planifiaient des attentats à Vienne contre un concert de Taylor Swift. Donc aux Philippines, c'est beaucoup moins important que l'État islamique au Khorasan, mais il reste quand même encore des groupuscules qui sont affiliés à l'État islamique. Alors, est-ce que c'est là que les deux individus sont allés s'entraîner? Ça, on n'a pas encore cette information claire là, mais effectivement, ça semble pointer un peu dans cette direction-là. Quand vous parlez de gens en Occident qui se revendiquent de l'État islamique et procèdent à des attentats comme ce qu'on a vu en Australie, est-ce que c'est donc dire que l'État islamique ne cautionne pas nécessairement ces agissements-là, ces attentats-là? Oui, en fait, le fait qu'il n'y ait pas encore eu de revendication de l'État islamique, alors je fais attention parce que ça pourrait arriver, montre qu'il n'y avait pas nécessairement de commande de la part de l'État islamique, ni même de planification du tout. Donc ça, c'est ce qui est probable à l'heure actuelle, au moment où on se parle. L'État islamique, sa force, depuis qu'il a été battu en Syrie et en Irak et qu'il s'est réduit sur le plan territorial, a été finalement notamment de créer un califat virtuel avec effectivement, si vous voulez, des grandes lignes en disant qu'il faut faire la guerre à l'ennemi proche. Ça, c'est souvent les gouvernements, donc par exemple les talibans, faire la guerre au gouvernement syrien, etc. Et puis évidemment, l'ennemi plus lointain, l'Occident, en invitant finalement les personnes qui sont dans nos pays à commettre des attentats. En général, on a des gens qui se radicalisent en ligne, donc parfois prêtent allégeance, parfois pas. Par exemple, cet été à Montréal, on a arrêté un jeune homme radicalisé en ligne qui a prêté allégeance à l'État islamique et qui voulait notamment, je dirais, réparer, entre guillemets, les injustices liées au conflit israélo-palestinien et attaquer des cibles et commettre des attaques terroristes. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça le modus operandi. L'État islamique, très présent encore, notamment en Afrique, où il a gagné du terrain,
encore un peu présent au Levant, en Syrie, en Irak et puis en Afghanistan, a moins de capacité à commettre des attentats en Hmm. sol occidental, à les planifier. Donc il recourt finalement, si vous voulez, à beaucoup de propagande en ligne pour faire en sorte que des individus, et c'est un enjeu de préoccupation, notamment des individus de plus en plus jeunes, si vous voulez, Hmm. adhèrent à ces théories-là et passent à l'acte violent au nom de cette idéologie de l'État islamique. David Morin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Très, très éclairant de vous parler. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.